Salut YouTube, c'est JP de Top Factory, vous avez été nombreux à vous réjouir de sa sortie, voici donc la seconde et dernière partie du top 10 des vaisseaux fantômes de leur histoire. Si vous n'avez pas vu la première partie, je vous recommande vivement de la visionner en cliquant sur la miniature que voici, je vous remercie d'ailleurs au passage pour vos commentaires vraiment sympas, ça m'a fait plaisir. Et dernière petite chose avant de commencer, je vous invite également à me suivre sur les réseaux sociaux si vous avez envie de suivre les actus de la chaîne ou tout simplement discuter. Les liens pour me rejoindre sont dans la description. Bref, assez parlé, c'est parti pour la seconde partie du top 10 des vaisseaux fantômes de leur histoire. En 1861 sort des chantiers navals de la Nouvelle-Écosse un navire de type Briganta, le Amazon. Durant ses premières années de service, il s'y passera plusieurs événements tragiques tels que la mort de son premier capitaine par une pneumonie, un incendie ainsi qu'un naufrage suite à une violente tempête en 1867. Le navire sera réparé et vendu à 4 hommes qui se partageront sa propriété. L'un d'eux sera le capitaine, dénommé Benjamin Briggs, qui changera le nom du Amazon par Marie Céleste. Le 5 novembre 1872 ou 72, le navire quitte le port de New York pour se rendre vers l'Europe, en Italie exactement, avec à son bord le capitaine Briggs, son épouse, sa petite fille de 2 ans ainsi qu'un équipage de 7 marins. Sa cargaison est principalement constituée de méthanol, type d'alcool qui, dans le cas présent, servira à renforcer du vin. Le Marie Céleste est le premier d'une longue série d'expéditions. En effet, une semaine plus tard, le navire Dei Gratia quitte à son tour New York pour suivre le même trajet que le Marie Céleste. Un mois après le départ, le Dei Gratia se trouve à environ 1000 km des côtes portugaises et aperçoit au loin un navire. Le capitaine décide d'aller à sa rencontre et s'aperçoit qu'il s'agit du Marie Céleste. Le capitaine et ses hommes montent à bord et fouillent l'entièreté du bâtiment et se rendent vite compte que le Marie Céleste est désert. La barre est bloquée pour suivre le cap vers le détroit de Gibraltar, les instruments de bord ont disparu et le canot de sauvetage est absent. La cargaison est toujours là ainsi que les affaires personnelles dont les objets de valeur, ce qui écarte toute possibilité d'attaque de pirates. Alors la question est, qu'est-ce qui a poussé le capitaine, sa famille et l'équipage de quitter un navire en bon état en plein milieu de l'océan Atlantique? C'est toujours un mystère à l'heure d'aujourd'hui. Les Mapuches sont une communauté aborigène se répartissant dans le territoire sud du Chili et l'Argentine, dont l'île de Chiloé. C'est là que plusieurs Mapuches prétendent avoir aperçu un vaisseau fantôme qui apparaîtrait certains soirs à plusieurs centaines de mètres des côtes de l'île. Selon les témoignages, le navire est décrit comme très lumineux. Des pêcheurs qui ont pu voir le navire de plus près ont pu constater que le navire en question était baptisé le Caleuche, ayant pu entendre des sons de fête et des rires aux éclats. Certains des témoins affirment même avoir vu le Caleuche plonger et disparaître rapidement sous les eaux à la manière d'un sous-marin. D'après la communauté Mapuche, le navire serait le refuge des esprits noyés qui trouveraient sur ce navire un paradis sur la mer où la fête serait éternelle. Mais ils n'y vont pas tout seuls, ils y seraient attirés par une sirène du nom de Sirena Chilota, qui est en fait la fille de Mila Lobo, qui n'est autre que le roi des mers de la mythologie chilotais, particulièrement présente sur l'île de Chiloé, qui est d'ailleurs une destination très prisée par les touristes qui, en plus d'admirer l'architecture particulière des bâtiments de l'endroit, espéreraient apercevoir le mythique Caleuche. Le 3 octobre 1955, à 5h du matin, le Roi-Ita, un navire marchand, quitte le port d'Apia, qui est la capitale des îles Samoa, un état indépendant situé dans le sud du Pacifique. Le navire transporte plusieurs tonnes de marchandises médicales, un équipage de 16 marins ainsi que 9 passagers à destination des îles Tokelau, à environ 430 km de leur point de départ. Le Roi-Ita devait partir plus tôt, mais son départ fut retardé suite à une avarie d'un des 2 moteurs. Dans l'urgence des délais de transport, la réparation ne sera pas effectuée, le bateau prendra la mer avec un seul moteur fonctionnel. L'arrivée était prévue 2 jours plus tard, soit le 5 octobre. Le lendemain de la date prévue, toujours aucune nouvelle de Roi-Ita. Les autorités portuaires des îles Tokelau déclarent le bateau manquant et s'inquiètent sérieusement dû à l'impossibilité de rentrer en contact radio avec le bateau disparu. Pendant 6 jours, les forces armées de la Nouvelle-Zélande effectuent des recherches sur une surface totale de près de 260 000 km², mais malgré les énormes moyens mis en œuvre, aucune trace du Roi-Ita. 5 semaines plus tard, le navire marchand Tuvalu repère le navire disparu
disparu à plus de 1000 km de sa route initiale. Le bateau est en partie émergé, mais le capitaine de Tuvalu monte tout de même à bord et constate que l'équipage ainsi que les passagers ont tous disparu. Rapidement, il remarque qu'il a dû se passer quelque chose de grave à bord. La radio était réglée sur la fréquence d'urgence internationale, des bandages sanglants se trouvaient sur le pont et les canaux de sauvetage étaient tous présents. Le Rōita était conçu de sorte à pouvoir flotter malgré certains de ses compartiments inondés, alors le grand mystère est... Où sont passés l'équipage et les passagers? Que s'est-il passé sur le pont? D'où viennent ces traces sanglantes sur les bandages? Et surtout, pourquoi quitter un navire toujours flottant sans les canaux de sauvetage? Alors, kidnapping, attaque de pirates? Malheureusement, je ne pense pas qu'on aura la réponse un jour. Nous sommes en 1914, le Hunger Manolfen, un cargo de 1322 tonnes est lancé de son chantier naval. Il assurera les routes commerciales entre l'Allemagne et la Suède pendant les 7 premières années de son service. En 1921, le navire est racheté par la compagnie de la baie d'Hudson et sera rebaptisé le Baikimo. Il changera également de continent et assurera cette fois le transport de cargaisons de fourrure le long des côtes nord du Canada. Durant l'hiver 1931, les températures sont particulièrement basses, la glace est bien plus présente que les autres années et de fait, lors de voyages du Baikimo en cette période, le navire est pris au piège dans la glace. Une partie de l'équipage sera rapatriée par la compagnie, tandis que ceux sur place tenteront de passer une partie de l'hiver afin de dégager le Baikimo. Environ un mois plus tard, une tempête fait rage dans la zone où le navire est prisonnier des glaces. Le contact radio est rompu. La compagnie est prête à déclarer le bateau disparu quand, quelques jours plus tard, le navire est retrouvé à quelques dizaines de kilomètres de sa dernière position connue. Il est à nouveau prisonnier des glaces et, voyant l'impossibilité de s'en dégager, l'équipage entier abandonne le navire. La compagnie de la baie d'Hudson laissera passer l'hiver et enverra ensuite une équipe afin de récupérer le Baikimo, mais une fois sur place, le navire n'est plus là. Pensant qu'il a pu couler, l'équipage effectue des recherches sous-marines, mais là non plus, le bateau ne s'y trouve pas. Par après, selon plusieurs témoignages, le Baikimo sera perçu de nombreuses fois jusqu'à 38 ans plus tard en 1969, dernière année où le navire sera vu sur les eaux. Plus récemment, en 2006, les autorités de l'État d'Alaska ont effectué plusieurs recherches afin de localiser une bonne fois pour toutes le vaisseau fantôme, mais sans surprise, les recherches ne donneront aucun résultat. Qui ne connaît pas le Hollandais volant? C'est sans doute la légende des mers la plus terrifiante pour un grand nombre de valeureux marins. Il existe de nombreuses versions de son histoire, mais saviez-vous que le roi d'Angleterre, George V lui-même, aurait été témoin de l'apparition du terrible Hollandais volant? C'était le 11 juillet 1881, le futur roi n'avait alors que 16 ans. Il faisait partie de l'équipage du Bacchante de la Royal Navy. Durant la nuit, au large des côtes de l'Australie, la vigie fait signe comme quoi une lumière rougeâtre est aperçue à quelques centaines de mètres du Bacchante. Et non loin de là surgit à toute vitesse un gigantesque vaisseau qui émet une étrange lueur fantomatique. Le jeune George est envoyé à l'avant du navire, mais le temps de s'y rendre, le vaisseau fantôme a alors disparu. Se basant sur ce qu'on lui a déjà décrit à son sujet, le futur roi est persuadé qu'il s'agit du Hollandais volant et il maintiendra son témoignage tout le long de son existence, y compris lorsqu'il était sur le trône d'Angleterre. Mais quelle est l'histoire de ce mystérieux navire qui entrait toujours les mers à l'heure d'aujourd'hui? L'une des versions de cette histoire débute au XVIIe siècle. Le capitaine hollandais Van der Straten et son navire se mettent en route pour les Indes et contournent l'Afrique jusqu'à atteindre le cap de Bonne-Espérance. Sur place, une violente tempête éclate. Le capitaine était connu pour son courage et sa témérité, à un point tel qu'il défiera Dieu lui-même en lui disant qu'il n'arrivera pas à faire chavirer son navire. Le bateau et son équipage s'en sortent, mais suite au blasphème du capitaine, les puissances divines se retourneront contre eux, et Dieu condamnera le navire, son équipage et son capitaine à errer éternellement sur les mers avec une apparence démoniaque. Depuis, les témoins affirmant avoir vu le Hollandais volant sont nombreux, dont un relativement récent qui ne date que de 1942 où le vaisseau fantôme fut aperçu non loin du cap de Bonne-Espérance. Il aura fallu 2 épisodes pour faire ce top, mais je trouve que ça en valait la peine pour ne pas bâcler ces différentes histoires et, comme je vous ai dit dans la première partie, maintenir une certaine cohérence des récits. En tout cas, j'espère sincèrement que le sujet vous a plu. Moi, je vous avoue que j'ai pris beaucoup de plaisir à réaliser ce top, c'était juste génial de lire ces histoires qui m'ont fait frissonner à certains moments. Bref, si ça vous a plu, vous connaissez la musique, le pouce bleu, le partage et le petit abonnement si ce n'est pas encore fait. Moi, je vous dis à vendredi prochain à 19h précise pour un nouvel épisode. Alors en attendant, prenez soin de vous les amis. Ciao.